On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une nouvelle exposition virtuelle au Musée d'histoire politique du Québec, fondée par l'ex-député Dave Turcotte. Mais d'abord, on se transporte du côté d'Ottawa. Il y a des manifestations, mais entre autres, la députée fédérale n'est pas du tout heureuse des délais de traitement à l'assurance-emploi. Un peu d'actualité politique avec le fédéral, avec notre député à Ottawa, à la Chambre des communes. C'est Christine Normandin qu'on rejoint à l'instant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Donc, vous avez réussi à vous frayer un chemin jusqu'au Parlement malgré les manifestants? Oui, c'était pas sans péril d'une certaine façon. Là, ça paraît là, qu'il y a de la manifestation, il y a du bruit beaucoup. Puis pour la petite histoire, moi, je suis allée sur la colline pour la première fois hier soir. J'avais un discours à faire en chambre à 10h30 environ, fait que je suis allée pour 6h. Ça a été vraiment long rentrer, mais on a quand même des accès de notre côté. Là, la sécurité nous permet de passer. Mais jusqu'à 11h le soir, là, ça continue à klaxonner. Fait que j'imagine que ça a klaxonné pas mal toute la nuit. Puis ça sent pas mal le diesel quand on sort de la chambre. On y reviendra dans quelques instants à cette manifestation et à ses impacts sur la vie politique canadienne, si on veut. Mais il faut qu'on parle de l'assurance-emploi, d'autant qu'avec la COVID et avec les récentes mesures sanitaires, il y a à nouveau des travailleurs, entre autres dans le domaine de la restauration et de l'événementiel, qui se sont retrouvés au chômage. Et là, de ce que je comprends, les délais sont, à votre évaluation, disons, inacceptables. Exactement. Puis on l'entend des gens qui appellent au bureau. Là. Puis on l'entend aussi des agents de l'immigration quand on leur parle, puis qui commencent à nous dire fin janvier, on était à traiter des demandes du mois d'octobre. Donc, c'est des gens qui, de octobre à janvier, n'ont pas eu de ressources, n'ont pas eu d'argent pour faire l'épicerie, payer leur loyer. Ils ont été complètement abandonnés. Puis, tellement qu'il y a des agents qui nous disaient si vous voulez que le dossier soit traité un peu plus rapidement, on vous demande de faire la preuve que les bénéficiaires potentiels d'assurance-emploi sont allés dans des banques alimentaires, qui sont rendus vraiment là, à la limite de la pauvreté pour qu'on soit capable peut-être de traiter les dossiers un peu plus vite. C'est 300 000 dossiers qui ont été traités en retard juste l'année passée, puis on parle des fois de délais de plus de 3 mois. Là. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est mais faites quelque chose. Vous venez d'annoncer de l'argent pour des postes, pour des inspecteurs, pour couvrir les dossiers qui sont liés à de la fraude. Bonne chose. Mais ça aide en rien ceux qui ont une demande régulière qui n'est pas traitée. Donc, c'est ça notre demande présentement. Mais est-ce qu'on sait pourquoi, cette fois-ci, les délais sont aussi longs? Il n'y a pas vraiment eu d'historique dans le passé de délai nécessairement très rapide, mais il y a un rattrapage qui s'est fait. Là, c'est sûr qu'on est en train de faire un peu le passage de tout ce qui est programme comme PCRE, PCU, qui était plus binaire, là, tu l'as ou tu ne l'as pas. On transfère tranquillement ça vers l'assurance-emploi, où là, on évalue un peu plus quel montant la personne peut recevoir avec des critères qui sont différents. Donc, il y a plus de travail à faire sur un dossier. Donc là, ça fait beaucoup de gens qui se ramassent à cet endroit-là et ça ne doit pas aider aux arrérages. Mais c'est quand même d'une tristesse inouïe de demander à un futur prestataire de l'assurance-emploi de justifier sa situation puis de quasiment dire qu'il est allé à Saint-Vincent-de-Paul le vendredi chercher de la nourriture, là. Puis c'est pourtant ce qu'on a entendu d'agents. Puis il y a des gens qui nous ont dit, écoutez, moi, finalement, merci, vous nous avez aidé à ce que le dossier débloque. Je vais pouvoir rembourser ma famille, mais je vais pouvoir vider ma carte de crédit parce que c'est ce qui me restait pour faire mon épicerie. C'est quoi le délai raisonnable? Délai raisonnable. Bon, il y a toujours un délai de carence quand on fait une demande d'application à l'assurance-emploi. Délai raisonnable, j'ose même pas mettre un mot sur un délai raisonnable, mais je pense qu'on peut juste clairement dire que 3 mois, c'est abusé, c'est complètement déraisonnable. Si on était dans une semaine, 2 semaines, peut-être qu'on n'en serait pas là. C'est pas l'idéal. Les gens sont quand même pris de court. Là. Quand tu perds ta job, en partant, ça va pas bien. C'est sûr que quand tu rajoutes 1 semaine, 2 semaines, mais là, ça n'a juste aucun bon sens. Est-ce que le Bloc est le seul parti à parler de ça? Est-ce que vos collègues de l'opposition, au NPD, Parti conservateur, en parlent aussi? Est-ce qu'il y a une pression commune qui est faite sur le gouvernement? Bien là, c'est sûr qu'on est au jour 2 de la rentrée parlementaire. Là, on vient de commencer à mettre en place les différents sujets qui sont sur la table. Mais à date, on est pas mal les seuls à avoir martelé le dossier. J'imagine qu'il y aura un effet d'entraînement, par contre, je ne peux pas croire. Bon, là, est-ce qu'il y a déjà eu quelques réactions préliminaires de la part des officiers du gouvernement sur cet enjeu-là?
des réponses relativement vides. On nous parle on nous donne des chiffres, mais en fait, quand on donne des chiffres, la personne qui, en bout de ligne, attend, elle, depuis des mois, là, dire, ben c'est quoi une norme raisonnable, justement, de traitement? Ça ne va pas changer sa situation à elle. Ce qu'elle veut entendre, c'est que son dossier va être traité. Puis pour ça, ça prend de l'ajout de fonctionnaires pour les traiter, ces dossiers-là. Et peut-être que de les avoir mis en priorité à l'inspection à la fraude, dans certains cas, c'était peut-être pas la chose à faire dans l'immédiat, considérant qu'il y a des gens qui souffrent. Bon, en tout cas, en souhaitant qu'on réussisse à faire bouger les choses, parce qu'effectivement, des délais de 2-3 mois, je veux dire, ça n'a aucun sens de faire patienter des gens qui viennent de perdre leur emploi. Déjà que l'assurance-emploi, on ne retrouve même pas 100 % de nos revenus. Puis si, en plus, il faut attendre, puis attendre, ça n'a véritablement aucun sens. Donc, en souhaitant que votre intervention ait des échos positifs de la part des officiers du gouvernement. Bon, parlant du gouvernement, de la colline parlementaire, de ces fameux manifestants que vous avez dû peut-être pas esquiver, ou bref, en fait, expliquez-nous un peu comment vous avez réussi à rentrer dans le Parlement avec les manifestants? Bien, en fait, nous, c'est la rue Wellington, la rue qui est devant le Parlement, qui est complètement barricadée, puis toutes les rues transversales le sont aussi, mais il y a quand même des corridors pour, entre autres, les véhicules d'urgence qui sont réservés, et c'est la Ville qui bloque elle-même ces parties-là avec ses propres véhicules. Donc, nous, quand on arrive, par exemple, pour prendre certains ponts, il y a des ponts qui sont complètement fermés, mais il y a des ponts auxquels nous, on a accès, entre autres le pont de la Chaudière. Si on présente notre carte, on dit « Moi, je m'en vais au Parlement, j'y travaille », les gens qui ont raison d'aller au centre-ville d'Ottawa peuvent avoir accès, donc c'est notre cas. C'est sûr que c'est plus long, juste se rendre là. Il y a du trafic, c'est barré, c'est une voiture à la fois parce que les policiers arrêtent tout le monde. Vous en allez où? Qu'est-ce que vous faites? Ça prend beaucoup plus de temps que d'habitude. On finit par se rendre. Donc, c'est pas si pire. Mais j'ai eu l'occasion de jaser avec des gens. Je chargeais ma voiture avant justement d'aller au Parlement. Puis je voulais charger ma voiture. Il y avait quelqu'un devant moi avec un drapeau du Québec sur la voiture. Je dis, oh, ça ressemble à des manifestants. Je m'avais juste demandé, bon, vous en avez pour combien de temps? Si c'est trop long, je vais aller voir ailleurs. Il me dit, oh, j'en ai pour 10 minutes. Puis, commence à jaser. Ah, est-ce que vous étiez à la manifestation? Il me pose la question. Je dis non, moi, je travaille sur la colline. Puis, conversation très joviale, très agréable. Il y a des gens qui sont là parce que, bien, comme tout le monde, il y a un ras-le-bol qui est atteint. Là, le problème, c'est les plus récalcitrants qui sont en train de rester. C'est plus une manifestation, c'est carrément une occupation. Et ça se fait au détriment des gens qui habitent autour. Là, les klaxons toute la nuit, les gens sont en train de virer fous. C'est les manifestants qui se réclament des restaurateurs, par exemple, qui ont vu leur commerce fermé. Bien, le centre-ville n'est pas ouvert présentement, personne ne peut y aller. Donc, ça devient contre-productif, puis ça devient même carrément, dans certains cas, de la dérape. Là. On a vu des drapeaux nazis, on a vu... c'est allé dans tous les sens. Oui, parce qu'entre avoir un certain ras-le-bol, ce que nous avons tous, aller manifester pacifiquement une journée ou une fin de semaine, mais de là, comme vous dites, à occuper les lieux, on tombe dans un autre registre. Le gouvernement, le premier ministre a réagi. Bon, là, on sait que M. Trudeau a lui-même la COVID. Il n'a pas l'air trop affecté, et tant mieux pour lui. Mais bref, qu'est-ce que vous vous attendez de la part du gouvernement comme intervention? Parce qu'effectivement, ça ne peut pas, dans une démocratie comme la nôtre, ça peut pas durer comme ça, là. Bien, en fait, nous, ce qu'on trouve dommage, c'est que le premier ministre, dès le départ, a un peu polarisé les manifestants, ce qui n'aurait pas dû être fait parce que, oui, il y a un ras-le-bol, puis on les comprend, les gens qui veulent exprimer une opinion, puis on est pour la liberté d'expression. Mais il a tout de suite mis tout le monde dans le même panier. Vous êtes des complotistes, vous êtes... il les a traités pratiquement d'arriérés là, avec le petit chapeau d'aluminium. Il a mis tout le monde dans ce bateau-là, puis ça ouvre évidemment pas la porte à la discussion. Nous, ce qu'on a demandé, c'est est-ce que le premier ministre peut aller parler avec les associations de camionneurs qui, elles, d'ailleurs, ne s'associent pas à ce mouvement-là et au moins ouvrir la discussion, montrer qu'il y a une ouverture à ce qu'on parle de l'enjeu plutôt que de le laisser être pris d'assaut par des gens qui ont peut-être des intentions plus ou moins bonnes ou qui sont tout simplement pas structurés. Oui, en tout cas, on verra la suite, ou je ne sais pas combien de temps que ça va durer encore ou quel genre d'intervention, mais en même temps, c'est quoi? On fait rentrer des forces spéciales, on fait rentrer l'armée, on amène des remorqueuses. C'est quoi les solutions pour enlever ces gens-là? Il semble quand même y avoir un petit essoufflement. Là, on le voit en une journée, ça a changé un peu. C'est surtout vers le soir, là, les gens recommencent à se réamasser pas loin de la colline, mais il y a quand même moins de monde qu'il y avait. Le problème, c'est que c'est les petites familles et tous ceux qui ont rendu ça très festif pendant la fin de semaine qui sont partis, mais il y en a quand même d'autres qui quittent. C'est relativement gérable encore jusqu'à un certain point. On peut espérer que ça s'essouffle, mais il y aurait quand même des initiatives qui pourraient être prises par le gouvernement, ne serait-ce que d'aller jaser et de voir si ça ne peut pas en remettre quelques-uns en question. Là. En terminant, question de terminer ça sur une note un peu plus amusante, parlons de politique fiction.
Alors, là, on est en situation de gouvernement minoritaire. Généralement, c'est bien rare qu'on change de chef en milieu de mandat, mais vos amis conservateurs, est-ce qu'ils vont garder le chef à la prochaine élection? Ah, mon Dieu, bien, il y a des rumeurs qui circulent, puis il y en a quelques-uns qui ont la mine basse là, dans les banquettes conservatrices. Ça applaudit pas à tout rompre, puis aujourd'hui, le chef était absent de la période de questions. Il y en a plusieurs qui ont taquiné les collègues à côté. « Hey, où votre boss? » Ça risque d'être un caucus qui va être suivi avec beaucoup d'attention par les médias demain, le caucus conservateur. Mais blague à part, ça vient quand même changer la donne parce que, bon, il y a le Bloc québécois qui représente évidemment exclusivement des comtés québécois. Sauf que là, pour le Parti libéral, et on le sait, au Canada, les élections se gagnent souvent au centre, et de voir le Parti conservateur se diviser comme il l'a déjà fait dans le passé, bon, c'est pas une bonne nouvelle pour les conservateurs, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les libéraux, et même ultimement une bonne nouvelle pour le Bloc, parce que les Québécois n'auront d'autres alternatives que les libéraux ou le Bloc, ou bon, un peu le NPD, mais qui est moins présent, là. Bien, dépendamment de ce qui se passera pour la suite. J'imagine que les conservateurs ont probablement dû se dire on souhaite le faire maintenant, on va crever l'abcès tout de suite plutôt que d'avoir une mutinerie dans quelques semaines, quelques mois avant une potentielle élection, peut-être donner l'opportunité à un nouveau chef justement de se faire connaître et de ramener le Big Blue Band, Big Blue Tent together. Ça risque de laisser des séquelles. On verra la suite. On va suivre ça avec intérêt. Bon, on va vous souhaiter du bon temps à Ottawa. Demeurez quand même prudente dans vos déplacements. Vous prenez votre temps. Je pense que vous n'avez pas beaucoup de choix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, triple Axel cette semaine. Oui, Justine Brassard qui nous annonce sa retraite du patinage artistique. Elle est avec nous pour un show complet. 20 ans. Ouais. La vie devant elle. Ouais. Mais elle en a fait pas mal, hein? Mais ça. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Une nouvelle exposition du côté du Musée virtuel d'histoire politique du Québec, fondé par Dave Turcotte lui-même, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nouvelle exposition qui porte sur drapeaux et emblèmes du Québec. Comment l'idée est-elle venue? Parce que là, dans les derniers temps, on a fait beaucoup de trucs sur des anciens premiers ministres, entre autres, donc sur des périodes d'histoire. Comment l'idée est-elle venue de parler de drapeaux et emblèmes? Bien, le but du musée, c'est bien entendu de présenter des objets de ma collection. Oui. Et j'y vais avec qu'est-ce que j'ai. Et avec le temps, depuis quelques mois, je me dis, il me semble que j'ai beaucoup de choses par rapport aux différents emblèmes, aux drapeaux, aux époques. Puis je me dis, comment je pourrais regrouper tout ça? Et là, la vue ou la venue du jour du drapeau, le 21 janvier dernier, m'a fait penser, je me suis dit, bien, peut-être utilisant le prétexte du jour du drapeau, je pourrais montrer mes objets liés au drapeau, mais aussi élargir aux différents emblèmes. Mais là, je me suis un peu ambitionné moi-même. Et finalement, ça a devenu une exposition sur l'histoire du drapeau, donc de présenter aussi les anciennes versions du drapeau, le drapeau de Carillon, incluant le Sacré-Cœur ou non, et puis là, après ça, les autres. Et les différents emblèmes. Et là, je me suis dit, ben là, j'ai les armoiries aussi. Donc, on va ajouter les armoiries, la devise, je me souviens. Ouais. Donc, pour l'instant, là, à peu près 140 objets ou photos
dans l'exposition. C'est quand même je pense que c'est ma plus grosse exposition en termes d'objets. Et je vous dirais que en fin de semaine dernière, j'ai regardé dans mes archives et j'ai trouvé une vingtaine d'objets ou d'illustrations que je vais ajouter éventuellement là, pour bonifier de nouveau l'exposition. Fait que je vais dépasser le 150 facilement. Là. Et ça, ce sont tous des objets que vous avez recueillis au fil du temps? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a dans certains cas, dans cette exposition-là, il y a beaucoup de photos. Donc, exemple, l'Arfand des Neiges, c'est des photos offertes par le gouvernement sur le site Internet. Là, c'est disponible gratuitement. Fait que si on parle d'objets proprement dit ou de photos, d'articles, de journaux qui m'appartiennent, puis tout ça, j'en ai au moins une centaine dedans, quand même. Oui. Wow. Ça doit prendre quand même tout un système de classement, parce que là, si on regarde en même temps les autres expositions, j'espère que vous êtes bien organisé dans votre classement. Je m'aperçois que ce qui est plus difficile pour un collectionneur, moi, je collectionnais pour le plaisir. Là, je suis rendu, je pense, un collectionneur professionnel. Là. Fait que là, c'est pas juste pour le plaisir, c'est aussi par, comme tu dis, organisation, structure, tout ça. Et ce que je m'aperçois avec le temps, c'est que souvent, ce qui coûte le plus cher ou ce qui est plus compliqué, c'est les équipements de protection ou les équipements de classement de ces artefacts-là que les objets en tant que tels. Je vais vous donner un exemple. Dans le temps des fêtes, j'ai acheté un grand lot là, de journaux. Là. Mon auto était remplie de vieux journaux des années 20 à 1980. Principalement l'Action catholique, des vieux, la presse, tout ça. En lien avec la politique, uniquement la politique. La personne avait mis ça de côté à chaque fois qu'il y avait une page sur la politique. Fait que c'était vraiment abondant. Mais là, je fais quoi avec ces journaux-là? Je peux pas laisser ça traîner comme ça. Là. Fait que j'ai acheté des boîtes de carton pour les protéger. Dans d'autres cas, les cahiers de protection. Juste les cahiers pour la revue de presse, environ à peu près 60 $ du cahier. Je suis rendu à 40 cahiers, juste pour ce lot-là. Là. Fait qu'on s'entend que c'est... Le lot de journaux m'a vraiment pas coûté ça. Là. mais en même temps, chacun vit sa passion. Comme je dis souvent la blague, quelqu'un qui se met à la pêche, il s'achète un petit coffre à 40 $ au Canadian Tire, puis 10 ans plus tard, ça y prend un pick-up pour le traîner. Hein? Tout à fait. Mais c'est un peu le même principe. Donc, on s'ambitionne parfois dans ce genre de trucs-là. Puis là, à un moment donné, on investit du temps et de l'argent pour notre passion, parce que c'est un peu ça, c'est une passion. Là. Tout à fait. Mais c'est aussi pour aider à en profiter. Parce que c'est beaucoup plus facile de regarder les journaux, puis tout ça, quand ils sont bien classés, sont bien structurés, puis aussi ils sont bien préservés. Mais il y a des objets plus fragiles que d'autres, là. À la base, est-ce que, je remonte dans le temps, mais quand on a fondé le Musée politique d'histoire du Québec, est-ce que c'était volontaire que ça soit virtuel ou c'est la pandémie qui est devenue virtuelle? Il y a une question, oui, la pandémie, mais il y a une question aussi d'argent. Il ne faut quand même pas être naïf. Là. Avoir un vrai musée, ça coûte de l'argent. Il faut louer un local ou acheter un immeuble. Il faut avoir des gens là. Il y a une question d'assurance. Il y a là encore plus de protection. Pour montrer les objets, ça prend des baies vitrées, etc. Mais le fait qu'il soit virtuel en même temps, il se perpétue dans le temps. Tout à fait. Et l'avantage, contrairement à de mes collègues là, qui ont publié plusieurs livres, puis je ne dis pas que je ne publierai jamais, là, mais mon exposition, lorsque je l'ai lancée le vendredi 21 janvier, le jour du drapeau, j'ai quelques personnes qui m'ont écrit par la suite et m'ont dit « Ah, as-tu pensé à tel aspect ou as-tu telle information? » Et là, j'ai pu bonifier. Mais ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est Mais chacune des expositions qui ont été lancées jusqu'ici peuvent être bonifiées dans le temps. C'est ça. L'exposition sur les femmes que j'ai lancée l'année passée, Femmes et politique, sera bonifiée là, en vue du 8 mars prochain. J'ai déjà mis de côté là, des vieux articles de journaux. La première élection où Thérèse Casgrain annonce sa candidature pour succéder à son mari. J'ai des nouvelles pièces que j'ai amassées. Et aussi, j'ai des amis collectionneurs qui, en voyant mes expositions, disent « Ah, on ne savait pas que tu cherchais ça, mais moi, j'ai telle chose. » Et là, ils me prêtent les objets. Là, il y a combien d'expositions actuellement? 9, c'est la 9e. C'est la 9e. La 9e exposition. Et la 10e sera dévoilée là, possiblement dans les prochains jours. Elle sera peut-être plus modeste en termes de nombre de documents, d'objets, mais c'est en termes de contenu qu'elle sera plus vaste. C'est une exposition sur les élections. Donc, sur la quarantaine d'élections qu'il y a eu au Québec. Donc, les gens vont pouvoir, dans une exposition, voir toutes les données statistiques possibles. Le nombre de candidats, de candidates, le nombre de bulletins, le nombre de bulletins de vote rejetés, etc. Mais aussi les slogans des différents partis, les chefs de ces partis-là quand ils étaient là.
Et je vous dirais que les gens vont me dire, oui, mais c'est tout accessible. Oui, c'est tout accessible, j'ai rien inventé. Sauf que c'est dans plusieurs sources différentes. Et là, c'est de tout mettre ça ensemble d'une façon intéressante à l'œil. Puis, je vais ajouter des objets en lien avec l'organisation des élections. J'ai amassé avec le temps là, des vieilles urnes, des isoloirs électoraux, même des épinglettes qui étaient utilisées par le directeur général des élections, mais pour accrocher des affiches sur les murs, là, des braquettes, là, etc. Donc, j'ai amassé beaucoup de vieux objets plus généraux sur les élections que je vais présenter peut-être une trentaine d'objets. Avez-vous regardé un peu vos statistiques, le nombre de visiteurs uniques, le nombre de pages vues? Tout à fait. Depuis l'année de fondation, octobre 2020, de l'exposition, il me manque peut-être une trentaine de visiteurs pour atteindre le 5 000. 5 000 visiteurs uniques? Non. Unique, on est à, je pense, 3 700, 3 800. Mais en termes de pages vues, ça doit être... Oui, en termes de pages vues, là, en ce moment, la page la plus vue, autre que la page d'accueil, là, qui est bien entendu, c'est l'exposition sur les premiers ministres. Okay. Elle a dépassé le 2000 visiteurs. Est-ce que ce musée-là pourrait éventuellement être cité par des professeurs d'histoire, par l'Assemblée nationale, par BANQ, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des sons de cloche sur l'impact que peut avoir ce musée virtuel? On m'a dit qu'il y a des professeurs qui ont utilisé l'année passée l'exposition sur les premiers ministres. C'est ce qui expliquait un grand boom à un moment donné. Je me demandais pourquoi. On m'a dit qu'il y a des professeurs qui utilisaient cette page-là, étant donné qu'elle regroupait les 32 premiers ministres sur une page avec photos, brève description, expliquer la fonction d'un premier ministre avec quelques objets. C'était un beau carrefour pour les professeurs dans les écoles pour présenter l'évolution des premiers ministres. Puis après ça, que les étudiants partent de là pour aller faire leurs recherches sur un premier ministre en particulier, et à l'opposé, est-ce que ça arrive parfois qu'il y a des historiens ou je ne sais trop qui vous disent « Ah là, vous vous êtes trompé d'un détail, un cheveu, une virgule. » Oui, puis je ne suis pas à l'abri de ça. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec des citations. Moi, le but du musée, c'est beaucoup les objets. Hein? Je pars d'objets, je raconte une histoire. J'essaie que ça soit la vraie histoire. Le problème, c'est dans les expositions que j'ai faites jusqu'à maintenant, entre autres pour les premiers ministres, Chauveau, le premier premier ministre, Flynn, le 10e premier ministre, c'est pas des premiers ministres qui ont beaucoup de sources documentées et les sources sont vieillissantes. Donc, la recherche peut avoir évolué. Mais ce qu'on m'a souvent dit, il y a souvent des gens de qui j'ai parlé dans des expositions qui m'ont dit c'est pas tout à fait comme ça. Et là, en fouillant, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de traces de ça. Et là, on s'aperçoit que c'est un enjeu important. Mais j'utilise beaucoup les citations. Donc, je prends je lis plusieurs livres, mais je cite beaucoup les livres pour justement ne pas embarquer dans des polémiques, là. Puis moi, je ne fais pas des... Mon but, c'est pas, quand je fais une exposition sur un premier ministre ou une élection, j'essaie pas d'assombrir l'histoire ou de parler des aspects moins consensuel là, sur une personne. Là. On n'est pas dans ça. C'est quand même pour faire plaisir aux gens. Là. Revenons sur l'exposition Drapeaux et emblèmes du Québec. Qu'est-ce qu'on a de particulier dans cette exposition-là? Qu'est-ce qui ressort du lot? Bien, c'est Saint-Jean. On est à la télévision du Haut-Richelieu. J'ai été moi-même surpris de voir tous les liens qu'on peut faire avec Saint-Jean dans l'histoire du drapeau. Okay. Entre autres, le drapeau actuel, c'est quand même Jean-Paul Beaulieu, qui était le député de l'époque de l'Union nationale, ministre de l'Industrie et du Commerce, qui a déposé le décret, à l'époque on appelait ça un arrêté du conseil, pour reconnaître le drapeau du Québec. Déjà là. Mais le drapeau originel ou l'inspiration du drapeau actuel, c'est le drapeau de Carillon, qui a été créé par l'abbé Filiatro, qui est né ici, juste à côté, à Iberville, au coin de la 5e avenue puis de la 1e rue. Et donc, il a présenté ça, lui, à l'époque à Saint-Jude, quand il était curé. Il a dévoilé le drapeau, il l'a mis sur son balcon là, à l'approche de la fête nationale du 24 juin. Puis là, ça a fait sensation à travers le Québec, tout ça. Puis avec le temps, il a été reconnu comme drapeau en redressant les fleurs de lys parce que lui était incliné au centre. Il y a le drapeau des Patriotes, qui est aussi un des premiers drapeaux que les Canadiens français ou les Québécois de l'époque utilisaient, qui a quand même été reconnu comme le drapeau de la République du Bas-Canada, qui a été décrété, là, toute la région de Noyant jusqu'à Napierville. C'était un pays, ça, pendant une semaine.
Ça n'a pas fait longtemps, là. Mais Nelson avait déclaré l'indépendance là-bas. Puis il y a aussi le drapeau, pas le drapeau américain actuel, mais le Grand Union Flag qui a flotté sur le Québec pendant quelques mois parce que l'invasion américaine, durant la guerre d'indépendance, les Américains ont voulu prendre contrôle d'ici, du territoire, pour justement agrandir. Et finalement, c'est Saint-Jean qui a bloqué, qui a retenu pendant une quarantaine de jours les Américains, ce qui les a fait affaiblir beaucoup. Puis ils ont quand même pris Montréal d'assaut, mais à Québec, il n'y avait plus assez de vivres et d'énergie, puis tout ça. Mais Saint-Jean était quand même au cœur de ça, là. C'était le premier vrai champ de bataille là, en territoire québécois, canadien. Donc, il y a quand même beaucoup de liens avec Saint-Jean. Puis dans les emblèmes, mais c'est sûr que vous m'en voudrez pas de avoir parlé un peu de moi. Donc, lorsque j'étais député moi-même député, j'ai déposé le projet de loi pour faire reconnaître le papillon amiral comme insecte emblématique du Québec, à la demande de Julien Saguet, qui est un Joannais d'adoption qui est très impliqué ici dans la communauté, lorsqu'il était président de l'association pour la défense des insectes, la promotion des insectes dans la question des changements climatiques et de l'environnement. Donc, il y a quand même des aspects intéressants qu'on peut dire par rapport à Saint-Jean que j'ai découvert, puis que j'ai tenté de pouvoir ajouter par des objets ou des traces de ça. Donc, l'influence de Saint-Jean sur Richelieu n'est jamais bien loin. Exact. Mais c'est très vrai que dans l'histoire du Québec et du Canada, Saint-Jean a un rôle crucial. Quelqu'un qui veut fouiller là-dessus, là, il peut... Tout à fait. Tout à fait. David Turcotte, merci beaucoup. Puis on invite donc les gens à aller voir cette nouvelle exposition sur le Musée virtuel d'histoire politique du Québec. Merci. Ça fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Avec l'assouplissement des mesures sanitaires, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous informe de la reprise de certaines activités, la baignade libre, le patinage, les bibliothèques. Il y a encore une fois des mesures, mais il y a des reprises d'activités. On vous invite à aller visiter le site Internet de la Ville, sjsr.ca, /baignade, bibliothèque, et etc. Vous allez avoir toute l'information requise. À demain. Bye-bye.